Figurez-vous maintenant que tous les maires vont avoir plus de pouvoir, les 36 000 maires des villes et des villages de France, et surtout que les conseils municipaux vont être publics. Vous allez pouvoir y aller. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes donc en 1884. Monsieur Jules Ferry décide d'envoyer 9000 hommes pour la conquête du Tonkin. Des lois importantes sont adoptées, dont celle sur les libertés syndicales. Monsieur Poubelle, préfet de la Seine, oblige les Parisiens à avoir tous des boîtes à ordures. Une nouvelle voiture est née, celle des messieurs Delamarre, de Bouteville et Malandin, une voiture révolutionnaire, paraît-il. Manon, un succès de monsieur Massenet à l'Opéra. Mais ce qui trouble le plus l'opinion publique aujourd'hui, c'est cette épidémie de choléra, née à Marseille et à Toulon, et qui aujourd'hui fait des victimes par centaines à Paris. Gérard Dalmas. Choléra. Un de ces mots terribles qui font frissonner toutes les populations. Eh bien la nôtre, d'abord celle du Midi, en particulier Toulon, notre pays, a donc subi à nouveau cette année le fléau qui a galopé sur toutes nos routes pendant 6 mois. L'ouverture de nombreux lazarets comme ici n'a pas amélioré la situation. Les victimes se comptent par milliers depuis que le mal est revenu, sans doute par un bateau militaire, de retour d'une de nos audacieuses expéditions coloniales, sans oublier les miasmes des escales. Asiatiques, Indiens ou Nostras, on ne le sait pas encore, mais le bacille a rapidement envahi Espagne, Italie, nos contrées méridionales, Marseille. Et les hôpitaux, celui-là par exemple, accueillent les malades dès les premiers symptômes. Les voyageurs, les gares sont l'objet de stricts contrôles médicaux, et si quelques médecins de campagne conseillent la ceinture de flanelle pour éviter le choléra, c'est plutôt grâce aux mesures sanitaires draconiennes, exemple des centres de décontamination des habitants, comme une chapelle, que le choléra plie enfin les genoux. Il était temps. Alors que Marseille fête son dernier mort, le fléau frappe toujours à Paris et en Normandie. Si le spectre de l'épidémie s'éloigne maintenant, c'est grâce aux envoyés de l'État dans l'enfer colérique, dont, à gauche, un certain docteur Proust. Dites-moi, Gérard Dalmas, ce docteur Proust qui a imposé les bannières sanitaires, est-ce qu'il ne craint pas lui-même d'attraper cette maladie terrible? C'est certain, lui-même craint certainement la contagion pour sa famille, et je suppose qu'il fait brûler ses vêtements en revenant chaque fois chez lui, car il a en particulier un fils qui a 13 ans, qui s'appelle Marcel, et qui est déjà bien chétif. Quel siècle! Figurez-vous, chaque jour voit naître une nouvelle invention. L'événement aujourd'hui, eh bien, ce sont cette voiture à essence dont je vous ai parlé et un dirigeable électrique. Nous avons fait appel à un grand spécialiste de la question pour nous en parler, le général Lissaragoué. Et oui, le 9 août dernier, ce dirigeable, dont vous voyez la maquette ici, est revenu à son point de départ. C'était la première fois. Alors, comment s'est passé ce voyage aller-retour? C'est d'abord dû à la qualité de ce dirigeable, qui était un très gros perfectionnement par rapport au dirigeable qui le précédait. Celui-ci est un ballon à hydrogène, comme les autres, mais il a une nouveauté. D'abord, il est doté d'empennage, qui améliore sa stabilité, ce que n'avaient pas les prédécesseurs. Et enfin, il a un moteur électrique. C'est en pleine évolution, le moteur électrique à ce moment-là. On aperçoit à l'intérieur de la nacelle les 400 kg de batterie qui étaient nécessaires pour faire un moteur de 8 chevaux. Oui, en fait, la grosse difficulté, ça devait être d'avoir un moteur qui soit à la fois léger et puissant. Absolument. Oui. Et c'est grâce à ça, ils ont trouvé le meilleur compromis de l'époque. Oui. Mais il a fallu quand même réaliser le vol. Ils sont partis de Chalais-Meudon, où était le laboratoire militaire d'aérostation. C'est le premier laboratoire qui a été créé au monde de cette espèce, et où se trouve d'ailleurs le musée de l'air jusqu'à ces dernières années, avant d'aller au Bourget, où nous sommes maintenant. Bon, vous croyez il a décollé de Chalais-Meudon, il est monté comme un ballon, et il a mis son moteur en route quand il était une 50aine de mètres d'altitude. Et puis là, il est parti sur Villacoublay, il a fait demi-tour à Villacoublay, il n'y avait pas trop de vent, il est revenu à Chalais-Meudon, il est redescendu absolument en coupant son moteur, et il a réglé sa position d'atterrissage grâce à la marche arrière, car l'électricité permettait très facilement de basculer l'hélice en avant ou en arrière. Vous croyez à l'avenir de ce dirigeable? En 84, tout le monde était persuadé qu'on y arriverait. En fait, on va buter sur des difficultés immédiates. Il faudra attendre le début du XXe siècle. Ce sera plus tard. Ça sera un petit peu plus tard pour arriver au dirigeable pratique. Oui. Mais cette année, nous avons deux autres inventeurs qui défraient la chronique. Ce sont Édouard Delamarre de Bouteville et Lucien Chalandon. Ils ont inventé un moteur à essence révolutionnaire. Et la première voiture file à 12 km à l'heure.
La voici. Vous prenez une voiture à cheval, break normand de chasse, vous l'équipez d'une suspension moderne, d'une direction à crémaillère et à volant s'il vous plaît, de chaînes de transmission genre vélo, mais vous laissez le cheval à l'écurie et vous placez un moteur de 8 chevaux fonctionnant à 4 temps au picotin de l'esprit de pétrole. Et vous obtenez ainsi le premier automobile à essence du monde. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, c'est fait grâce à Édouard Delamarre de Bouteville, industriel filateur près de Saint-Étienne, et son ami Léon Malandin, deux fous de mécanique. C'est par hasard que ses compères ont abouti à ce résultat détonnant. Au départ, ils voulaient simplement munir leur filature de moteurs plus simples, moins encombrants, moins dangereux que les locomobiles à vapeur. Après 3 années de recherche, ils ont trouvé des moteurs à gaz convenant très bien à des tricycles pour les livraisons à la gare. Et voilà le résultat final, un brevet révolutionnaire, 12 km à l'heure, avec 250 kg de charge. Bien que très silencieux, voilà un véhicule qui va faire du bruit. Bien, Georges Ajon, vous qui êtes le conseiller de messieurs Delamarre de Bouteville et Malandin, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres moteurs à vapeur, ce moteur à essence? Car en fait, il ressemble beaucoup au moteur à vapeur. Oui, il emprunte au moteur à vapeur son volant, son piston et son tiroir de distribution, mais en fait c'est un moteur à 4 temps qui marche à l'esprit de pétrole, Oui, de l'essence. Et qui a un allumage électrique avec un distributeur, un embracam en tête, un culbuteur et une soupape d'échappement, et qui est refroidi par eau. C'est le moteur à essence. Bon, alors il y a combien de novations? Une dizaine, je peux Une dire. dizaine de novations. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un danger à conduire cette sorte d'engin lorsque le moteur est monté? Car j'ai appris que lorsqu'on tourne le volant à droite, on vire sur la gauche. Oui, il peut y avoir un danger, mais n'oubliez pas que le barreur d'un bateau, lorsqu'il veut aller à droite, porte sa barre à gauche, et la voiture se conduit de la même façon. Alors, il y a une question que tout le public français peut se poser maintenant. Quel est l'avenir d'un tel engin? Est-ce que c'est une expérience gratuite? Est-ce que ça va rester dans les usines? Qu'est-ce qu'on va en faire? Tout d'abord, nous allons fabriquer des moteurs pour équiper les machines-outils, et nous allons certainement continuer à faire une charrette à moteur, et peut-être qu'un jour, elle aura du succès. On appellera peut-être ça un automobile. Un automobile, pour Un l'instant. Oui, peut-être plus sage. Eh bien, Merci Georges Ajon. c'est formidable, c'est formidable. Monsieur Eugène René Poubelle est-il lui aussi un inventeur? En tous les cas, sa décision d'imposer à tous les Parisiens d'avoir des boîtes à ordures n'a pas plu à tout le monde, et surtout pas aux chiffonniers. Figurez-vous que les 6000 chiffonniers qui ramassent les déchets, les chiffons des Parisiens, n'en sont pas heureux du tout. Ils pensent qu'ils vont perdre leur emploi. Alors ils ont appelé les Parisiens à la révolte, route de la révolte, et il y avait là beaucoup de gens, beaucoup du peuple de Paris. Eh bien, si la rue est agitée, autant vous dire que le Parlement l'est aussi avec ces décisions prises par M. Jules Ferry d'envoyer 9000 hommes au Tonkin. Pourquoi cette décision, colonel Maury? Eh bien, la question est simple. Finalement, elle est tout entière contenue dans la politique économique du président Ferry, c'est-à-dire l'expansion coloniale à outrance. Or, en fin d'année, les Européens ont décidé de se partager à Berlin ce qu'il reste de l'Afrique. Donc, il faut aller ailleurs. Et cet ailleurs, c'est l'Extrême-Orient. Le Tonkin en lui-même présente 2 intérêts. Le premier, c'est un marché important, intéressant, du fait du nombre de ses habitants. Et le second, c'est le fleuve Rouge, une voie de pénétration en direction de l'énorme marché de la Chine du Sud. Et puis souvenez-vous, la vague d'indignation qui a soulevé l'opinion publique il y a un an à l'annonce du massacre du commandant Rivière. Jules Ferry a décidé de frapper un grand coup. Ce n'est plus 600 hommes qu'il envoie, mais c'est un véritable corps expéditionnaire, avec à sa tête l'amiral Courbet, également avec une division navale. De fait, en un an, les effectifs passent de 600 à près de 10 000. L'Arquebuse, ce bâtiment a été spécialement construit pour l'expédition du Tonkin. Et il va rejoindre la flottille qui croise déjà sur le fleuve Rouge, comme nous l'avons indiqué, cette voie de pénétration importante. Et il faut faire une nouvelle guerre, s'adapter, par exemple au barrage de Bambou ici, et calculer avec tout ce qui peut se passer, comme le fait ici la Nive. La guerre s'intensifie partout. Ces éléphants ne sont pas ceux d'Hannibal, car ceux qui les montent sont équipés de fusils et ils mettent à mal nos chasseurs d'Afrique. L'amiral Courbet a attaqué directement et il veut à tout prix en finir. C'est la raison pour laquelle Sontai est l'objet de ses efforts. Sontai, le repère des pavillons noirs chinois. Tous les efforts sont mis en œuvre.
l'infanterie de marine, la Légion étrangère, l'artillerie, mais également des moyens modernes comme des ballons d'observation. Notre effort se poursuit partout dans le pays. Nous allons même jusqu'à recruter des forces indigènes qui défilent à Hanoï, tout juste derrière nos propres troupes, qui célèbrent de cette façon un traité que nous espérons durable, car malheureusement les précédents ne l'ont pas été. Alors, que dire de la situation? Eh bien, elle paraît excellente, puisque Pékin va même jusqu'à reconnaître enfin qu'il y a bien des troupes chinoises au Tonkin et promet de les retirer. Est-ce la fin de la coûteuse expédition tonkinoise? Rien ne permet de l'affirmer, mais l'espoir demeure. Nous verrons. Alors, qu'en dit la presse, Christian Bailly, de cette expédition au Tonkin? Eh bien, pour une fois, la presse est unanime. On sait comment elle est partagée. De l'extrême gauche Clémenceau, nationaliste Déroulède, tout le monde est unanime pour tirer à boulet rouge sur l'équipée aventureuse de Jules Ferry au Tonkin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Jules Ferry, la presse l'aime bien. Elle l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, Jules Ferry, grâce à sa loi sur la liberté de la presse, Jules Ferry a donné les moyens aux journalistes et aux patrons de presse de pouvoir s'étendre. Jules Ferry, avec sa loi sur l'enseignement obligatoire, promet à la presse de futurs clients. Les gens vont savoir lire. Alors, il y a le rêve expansionniste de Jules Ferry, qui n'est pas apprécié de la presse. Pourquoi? Eh bien, il n'est pas apprécié parce que Jules Ferry cache tout à l'opinion publique, même au Parlement. Eh bien, je crois qu'à ce petit jeu-là, il n'ira pas très loin. Attendons l'année prochaine. Merci. Le colonel Mouru nous l'a dit tout à l'heure, l'Europe se partage l'Afrique. Oui, la France n'est pas le seul, il faut le dire, à vouloir agrandir ses territoires. Avec l'accord sur les Balkans, l'expansion coloniale a été un des thèmes évoqués par les 3 empereurs au château de Skierniewice, près de Varsovie. C'est là qu'Alexandre III, que François-Joseph et que Guillaume Ier se sont rencontrés. Une entrevue, il faut bien le dire, destinée à renforcer et à symboliser la Triple Alliance. Mais ceux qui se partagent l'Europe ont aussi bien envie de se partager le monde. Quelques brèves sur le monde, Nicole Cornu-Langlois. Et oui, les Anglais, eux, sont au Soudan, où le Mahdi mène une véritable guerre sainte contre eux. Et Gordon Pacha, le chef de l'expédition britannique, ne serait pas en bonne posture à Khartoum, d'après ce que l'on sait. Autre colonie à l'honneur, Tahiti, puisque la reine Pomaré vient d'arriver à Paris après 24 heures de repos au Havre à cause d'une traversée tumultueuse. Geste symbolique, elle s'est fait confectionner un bouquet tricolore. Et oui, Tahiti fait partie de nos colonies. Tahiti, qui compte 1620 indigènes plus 1 millier d'étrangers, a été cédé à la France en 1880, moyennant une rente annuelle et viagère aux souverains. Il est certain que la transformation de Tahiti en colonie française attirera ceux de nos compatriotes qui sont tentés par l'immigration. Eh bien, nous oublions les palmiers et les plages du Pacifique pour rendre visite à nos amis et voisins belges. Les Belges qui exultent, ou plutôt ceux apparemment fort nombreux du Parti catholique qui vient de remporter une victoire du feu de Dieu aux dernières élections législatives. En effet, les catholiques ont 32 voix de majorité et pas une de moins à la nouvelle Chambre. Et puis traversons l'Atlantique pour féliciter les démocrates américains. Leur longue patience pour le pouvoir vient enfin d'être récompensée avec l'élection de leur président démocrate, un certain Cleveland, ancien avocat, ancien gouverneur de New York. Il est réputé pour son honnêteté, pour son indépendance, pour son intégrité. Le nouveau chef de l'exécutif américain souhaite une meilleure autonomie des 38 États de l'Union. Et en revanche, il veut mettre fin au protectionnisme qui, vous le savez, est si cher aux républicains qui viennent donc d'être battus. Merci. En France, maintenant, pour parler de l'important programme de réforme engagé par le Parlement et le gouvernement. Non, sans évoquer d'abord dans quel climat social tout cela s'est passé. Car, surtout dans le Nord, surtout dans les mines, eh bien, à Anzin, la grève a été dure. Ces terrils ont poussé dès 1734, quand on a sorti de cette bonne terre du Nord, ici à Anzin, le premier charbon français. Le Pignon pensait donc que ce fief ancestral de la houille était à l'abri des révoltes ouvrières, décidément nombreuses cette année. Eh bien, il n'en est rien. Nos soldats, accourus sur place, ont même tiré. Mais ce n'est pas devant la force, ni les arrestations à l'aube blême, que les grévistes ont finalement cédé. À l'origine, c'est la compagnie d'Anzin qui a mis le feu au charbon. Elle a en effet décidé, par économie, de se passer désormais des ouvriers raccommodeurs, chargés de l'entretien des voies ferrées et des galeries au fond des puits.
Aussitôt, toutes les gueules noires d'Anzin, sans doute excédées par la misère, ont pris fait et cause pour leurs camarades renvoyés. Arrêt de travail, manifestations, harangues, défilés, la grève a tenu 56 jours avec le soutien de certains Français, comprenant ainsi la dure vie des mines charbonnières. Le président Jules Grévy a reçu 2 syndicalistes d'Anzin pendant 1h30. Mais, a-t-il dit, le gouvernement ne veut pas se mêler du conflit. On serait tenté d'ajouter, cela ne l'a pas empêché d'envoyer l'armée. Ces images de carreaux en colère sont du passé désormais puisque vaincus par la faim, les ouvriers sont maintenant redescendus vers la nuit poussiéreuse et dangereuse pour extraire le charbon qui nous est aussi indispensable que le pain. Eh bien, il paraît que M. Émile Zola, notre grand écrivain, est allé sur place pour interviewer, écouter les mineurs d'Anzin. Jean-Claude Simonyin, vous avez entendu parler de cette affaire. Cela va donner un roman. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est de toute façon toujours la suite des Rougon-Macquart, c'est-à-dire Zola s'investit, roman après roman, à déterminer, à mettre en relief tout un pan social. C'est-à-dire que chaque livre de la grande série des Rougon-Macquart va s'illustrer à travers, par exemple, le monde de la finance, et ça va être la Curée, le monde ecclésiastique, l'univers ecclésiastique, c'est la faute de l'abbé Mouret, et puis la bourgeoisie, c'est Paubouille, et puis le monde des viveurs, c'est Nana, et puis le monde des ouvriers parisiens, ça sera l'Assommoir. Et là, cette fois, nous faisons connaissance avec Étienne Lantier. Étienne Lantier, c'est le fils de Gervaise Macquart, l'Assommoir, souvenez-vous. Et Étienne Lantier est un syndicaliste, c'est un ouvrier. Nous sommes dans la vie quotidienne des mineurs, qui est une vie dure, harassante, pénible, avec une quotidienneté lourde dans tous les sens du terme. Et Étienne Lantier est confronté à, disons, le monde de la bourgeoisie, c'est-à-dire à des cadences qui sont de plus en plus importantes, au capital, entre guillemets, et il va mener à bien une grève. Il est aussi confronté à l'idéologie qui commence à naître, et notamment les anarchistes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un glissement de terrain chez Zola qui passe d'un naturalisme dans lequel il s'était fait le chantre, en quelque sorte, pour épouser ce que l'on commence à murmurer comme des thèses, disons, socialistes. Et c'est très très important. Zola est un monsieur qui s'investit dans chaque roman comme un grand journaliste qu'il est, comme un grand reporter. C'est-à-dire qu'il se rend d'abord sur place, il accumule X interviews, il accumule des fiches également, il fait en quelque sorte un travail de fourmi. Et rentré chez lui, il se met à sa table de travail et véritablement, il échafaude, il ossature, il structure son roman. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans Germinal, alors? Écoutez, il y a un morceau de bravoure qui est l'affrontement de la masse ouvrière, l'affrontement des ouvriers qui font grève et la collision qu'il y a entre les ouvriers et la troupe qui va tirer sur les ouvriers. Et c'est un grand moment de littérature. Je pense, moi je viens de lire ce livre en épreuve, je pense que l'année 85 illustrera cette série du Rougon-Macquart et que Germinal sera assurément, certainement le chef-d'œuvre des Rougon-Macquart, le chef-d'œuvre de Zola. Il y a aussi un dialogue entre un révolutionnaire, Souvarine. Alors c'est sur la fin, c'est à la fin du deuxième tiers du livre, et nous allons voir, effectivement, illustrant ce que je viens de dire brièvement, toute la force, toute la pénétration de Zola, et c'est un dialogue entre le révolutionnaire Souvarine et le syndicaliste Étienne Lantier. Moi je suis prêt, si les autres sont prêts. Encore des bêtises. Votre Karl Marx en est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce pas, tout au grand jour. Et uniquement pour la hausse des salaires. Affichez-moi donc la paix avec votre évolution. Allumez le feu aux 4 coins des villes. Fauchez les peuples, rasez tout. Et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Augmenter le salaire, est-ce qu'on peut? Il est fixé par la loi des reins à la plus petite somme indispensable. Juste le nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants. S'il tombe trop bas, les ouvriers crèvent. Et la demande de nouveaux hommes le fait monter. S'il monte trop haut, l'offre trop grande le fait baisser. L'équilibre. L'équilibre des ventres vides. La condamnation perpétuelle au bagne de la faim. Vous entendez, il faut tout détruire. Ou la faim repoussera. Oui.
Anarchie. Plus rien. La terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie. On verra ensuite. Enfin, explique-moi. Quel est votre but? Tout détruire. Plus de nation, plus de gouvernement, plus de propriété, plus de Dieu, plus de culte. Oui, j'entends bien. Seulement à quoi ça vous mènera-t-il? À la commune primitive et sans forme. À un monde nouveau. Et les moyens d'exécution? Comment comptez-vous vous y prendre? Par le feu, par le poison, par le poignard. Le brigand, c'est le vrai héros. Le vengeur populaire. Le révolutionnaire en action, sans phrases puisées dans les livres. Il faut qu'une série d'effroyables attentats épouvante les puissants et réveille le peuple. Nous n'en sommes pas encore là chez nous. L'assassinat et l'incendie, jamais. C'est monstrueux. C'est injuste. D'ailleurs, tous les camarades se lèveraient pour étrangler le coupable. Tous les raisonnements sur l'avenir sont criminels. Parce qu'ils empêchent la destruction pure et entravent la marche de la révolution. Monsieur Waldeck-Rousseau, grand défenseur du progrès social, a donc fait voter cette loi sur les libertés syndicales. Une loi attendue mais contestée, Michel Perrault. Une loi attendue et demandée depuis longtemps par les démocrates qui voient dans cette loi un moyen de compléter une loi antérieure, car il y avait le droit de grève depuis 1864, mais il n'y a pas le droit d'association, ce n'est pas normal dans une démocratie. Et puis Waldeck-Rousseau ne partage pas du tout l'opinion du révolutionnaire Souvarine. Lui, au contraire, il voit dans la loi syndicale un moyen de réguler la société. Il vaut beaucoup mieux des associations que des grèves. Or, des grèves, il y en a beaucoup. Depuis 1880, il y a une poussée de grève très importante. En 1884, on vient de le dire, il y a la grève d'Anzin. Alors, les associations, ce serait peut-être un moyen, les syndicats, ce serait peut-être un moyen de négocier. Alors, comment ont réagi les syndicats et quels ont été les syndicats les plus durs? Alors, les ouvriers en général n'étaient pas très intéressés par cette loi. Pourtant, ils l'avaient demandé autrefois. Mais ils sont méfiants, les ouvriers. Parce que dans la loi, il est dit que tout nouveau syndicat doit déposer ses statuts et les noms des responsables. Alors, disent les ouvriers, c'est un traquenard, c'est une loi de police. Il vaut mieux la clandestinité comme auparavant. Pour le moment, les ouvriers ne sont pas bien d'accord. Alors, des syndicats, bien sûr, il y en a. Ils sont très fluctuants. À l'époque, il y a à peu près 500 syndicats, 90 000 syndiqués. Voilà à peu près les statistiques. Il y en a surtout chez les gens du bâtiment, très syndiqués. Très fort, le syndicat fort, du bâtiment. Il y a une expression qui vient de là, non? Quand le bâtiment va, tout va, voilà, dit-on. ouais. Bien sûr, c'est vrai dans l'économie, c'est vrai dans la société. Est-ce que ça ne voulait pas dire quand le bâtiment va, tout va, ça veut dire que les autres secteurs peuvent faire grève? Tout à fait, tout à fait. Quand les ouvriers du bâtiment font grève, c'est que la situation économique n'est pas mauvaise, qu'on peut obtenir une augmentation de salaire, et les autres ouvriers se disent « allons-y ». Ainsi, les gens du bâtiment, c'est un petit peu comme la vigie du monde ouvrier. Alors ces gens-là sont syndiqués, bien Rien sûr. de spécial pour les femmes? Ça m'intéresse. Les femmes, non, pas grand-chose. Pourtant, elles ont revendiqué, les femmes, au congrès de Marseille en 1879. Hubertine Auclair s'est adressée à tous ses frères ouvriers en disant « Je suis, moi, la représentante de 11 millions de prolétaires. » Mais rien. Alors c'est une loi qui passe relativement inaperçue, Christian Bailly, dans la presse. Eh bien, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, la presse n'en parle pas. Il semble que mes confrères sont en train actuellement de passer auprès d'une affaire qui pourtant, à mon avis, a de l'avenir. Et certes, M. Waldeck-Rousseau est quelquefois maladroit, on le sait. Waldeck-Rousseau, le père de cette loi sur les syndicats. Mais n'a-t-il pas quand même comme excuse la générosité? La Gazette de France nous dit que M. Waldeck-Rousseau cherche à capter la faveur des ouvriers en faisant du socialisme d'État. Mais c'est une attitude qu'il a eue depuis toujours. Après la grève d'Anzin, alors je vais vous citer dans le Figaro, car le Figaro en a quand même parlé, après la grève d'Anzin, on le sait qu'il fut un échec pour les organisateurs, un rédacteur, je ne le citerai pas, du Figaro, écrivait à propos de la liberté des syndicats, et vous allez voir, il faut le faire, en attendant le progrès, ne peut-on demander à messieurs les employés
de bien vouloir cesser ces petites plaisanteries qui sont souverainement inconvenantes. Moi, je lui dis, à défaut d'ironie mal placée, monsieur le rédacteur, qu'il vous faudra bientôt, et ça pour l'ensemble des journalistes, changer de vocabulaire. Merci beaucoup. Le Parlement s'est aussi penché sur le divorce. Cet acquis de la Révolution, promulgué le 11 germinal de l'an 11, avait été aboli en 1816. Mais le 27 juillet de cette année, il est donc de nouveau légal de divorcer. Maître Lombard, c'était très demandé? Oui, c'était très demandé et surtout l'accouchement a été laborieux. Vous arrivez de l'Assemblée, comment ça s'est passé? J'arrive de l'Assemblée, je suis un peu essoufflé, je m'excuse. Et ça s'est passé qu'Alfred Naquet a enfin triomphé. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Eh bien, il va se passer que nous allons enfin mettre fin au mariage à perpétuité. Le divorce est instauré désormais dans la législation française. Après un combat, pensez-y, de 8 ans. Je dois dire que ce médecin de Carpentras, je veux parler de M. Naquet, a fait preuve d'une continuité, d'un courage absolument extraordinaire. Il a triomphé de tous les obstacles. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette loi un divorce entre l'Église et l'État? Est-ce que ce n'est pas un reflet de la lutte entre les deux? L'opposition, évidemment, l'opposition cléricale, il faut l'appeler par son nom, a marqué un combat d'arrière-garde. Mais le divorce était inscrit dans l'évolution de l'histoire et il n'était pas possible, à mon avis, que la France soit pratiquement un des seuls pays d'Europe à obliger les gens, même s'ils ne veulent pas, à vivre ensemble. Alors maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de travail pour vous, supplémentaire. Écoutez, je n'en souhaite pas trop, mais il est certain qu'un certain nombre de couples qui étaient enchaînés dans les liens du mariage vont s'en sortir et vont essayer de retrouver leur liberté, ce qui est, n'est-il pas vrai, au fond, un droit qui me paraît, quant à moi, tout à fait naturel. Alors, le divorce, si vous voulez que je vous schématise la loi, désormais on pourra divorcer pour 3 raisons. L'adultère, qui est considéré comme le péché mortel du mariage, qui devient une clause obligatoire de divorce. Une condamnation à une peine afflictive ou infamante, c'est-à-dire à une peine prononcée par la cour d'assises. Et puis, des causes qui sont des causes facultatives, les excès, les sévices et les injures graves. Vous voyez par conséquent que le livre est largement ouvert et que ceux qui veulent divorcer vont pouvoir le faire. Je crois que c'est un grand pas pour la liberté. Et maintenant, une page de réclame. Chers clients, si vous préférez, avec raison, acheter notre fabrication philo-chinois pelote au fil d'or, vous avez droit en prime à notre superbe calendrier 1884 évoquant nos conquêtes glorieuses d'Extrême-Orient. Lithographie de M. Alfred Claret. Le philo-chinois est non seulement le meilleur fil de lin à coudre, mais encore, en raison de son métrage, l'article le meilleur marché pour le consommateur. Eh bien, au fil des réformes parlementaires, voici maintenant celle qui concerne tous les citoyens, cette loi sur la réforme municipale. Figurez-vous maintenant que tous les maires vont avoir plus de pouvoir, les 36 000 maires des villes et des villages de France, et surtout que les conseils municipaux vont être publics. Vous allez pouvoir y aller. Eh bien, je reviens à l'instant de la Chambre des députés. Désormais, nos maires seront élus. En effet, la nouvelle loi sur l'organisation municipale vient d'être adoptée avec 2-3 ans de débat, pas très passionnés, et notamment la participation de notre ministre de l'Intérieur, Waldeck Rousseau. Mais nous allons en savoir plus sur cette loi qui ne s'applique qu'à toute la France, sauf Paris, car nous allons nous entretenir à l'instant avec notre historien Jean-Marie Mayer. Alors Jean-Marie Mayer, peut-on dire que désormais nos communes ne seront plus les mêmes? Cette loi est importante. Elle est en fait l'aboutissement du courant en faveur de la décentralisation et de l'autonomie communale sensible depuis bien des années, tout particulièrement depuis la fin du Second Empire. Cette loi confirme la loi votée en 1882 qui désormais dispose que les maires et les adjoints sont élus, alors que pendant la plus grande partie du siècle, les maires ont été nommés. D'autre part, la loi prévoit, et ça a été un sujet de discussion avec le Sénat, que les séances sont publiques. Le Sénat a finalement accepté la publicité des séances des conseils municipaux. Et puis, bien entendu, la loi donne aux maires des pouvoirs appréciables, notamment les pouvoirs de police.
Bien sûr, la tutelle du préfet demeure, et à cet égard, la loi ne va pas jusqu'au bout des revendications en faveur de la décentralisation. Alors curieusement, ce statut nouveau s'applique à toute la France, sauf à Paris, la capitale. Oui, les dispositions relatives à Paris de la loi du 14 avril 1871 sont maintenues. Paris n'a pas de maire élu et connaît un statut d'exception. Et malgré les efforts de l'extrême gauche radicale, d'un Clémenceau qui est si lié à l'histoire du 18e arrondissement, eh bien, en réalité, le statut de Paris demeure. Pourquoi ? Parce qu'on se méfie de Paris, ville des révolutions. Alors, il y a un problème, c'est celui des dépenses du culte. C'est d'ailleurs le seul qui a passionné les débats de ces dernières années. Oui, les dépenses obligatoires du culte ne sont plus présentes et à la charge des communes. Il y a là quelque chose que le Sénat avait absolument voulu maintenir. La Chambre des députés voulait la suppression de ces dépenses. Et, alors, à qui va-t-on confier les clés des églises ? Oui, bien la loi le dit, le maire a un jeu comme le curé, et c'est là évidemment, vraisemblablement, un contentieux difficile qui s'ouvre. Oh, les choses ne vont pas toutes seules. Figurez-vous que le curé de Saint-Nicolas-des-Champs a refusé de donner ses clés à l'envoyé du préfet de la Seine. Ça commence. Et puis, pour bien marquer ces distances, eh bien, le Parlement a décidé que désormais, avant chacune des sessions, on ne dirait plus la prière. Pour en terminer avec ce chapitre sur les municipales, hommage à la commune de Rimoux, dans l'Ille-et-Vilaine, qui a décidé à l'occasion de cette grande loi de planter l'arbre de la liberté. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, ce ne sont pas les conflits qui manquent cette année, et l'un des plus importants est sûrement celui que les académiciens ont créé en refusant d'aller à la Châtre, dans l'Indre, pour inaugurer la statue de George Sand. Prétexte, elle n'était pas immortelle. Un drôle de prétexte, Jean d'Ormesson. Oui, on risquerait de vous accuser de ségrégation ou de sexisme. C'est pas la véritable raison. Vous savez, il y a plusieurs raisons. Oui. D'abord, je vais vous dire, elle fumait le cigare. Vous savez ça? Oui, je le savais, mais je ne savais pas que c'était une raison pour la refuser à l'Académie. Enfin, pour refuser que les académiciens... déjà, les femmes, vous savez, les femmes à l'Académie, mais enfin, une femme qui fume le cigare. Oui. Enfin, si ça ne vous suffit pas comme raison, je vais vous en donner une seconde. Elle avait des amants. Alors, je sais bien, il y a une circonstance atténuante, c'est que un de ses amants, c'était l'un des nôtres. Oui. Bon, c'était Musset. Seulement, il y a déjà longtemps que Musset est mort. Alors, nous supportons les femmes qui ont des amants quand les amants, c'est nous. Mais alors, en plus, si elle a les amants qui sont morts, qui étaient les académiciens, vous comprenez, il n'y a plus de raison du tout de se déplacer. Et puis, troisième raison, la plus simple peut-être, c'est que c'était en effet une femme. Et non seulement une femme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'entre pas en principe à l'Académie, mais quelqu'un qui avait écrit sur les femmes à l'Académie. Et il y a quelques 20 ans, avant, ou peut-être même un peu plus, avant 84, quelques dizaines d'années, peut-être ou un peu plus avant sa mort, elle avait parlé des femmes à l'Académie. Et elle avait eu une formule qui était les hommes peuvent peut-être trouver, quand ils ne sont pas élus, que les raisins sont trop verts, mais une femme peut trouver que les raisins sont trop mûrs. Alors bon, c'était pas mal comme formule, mais vous comprenez, ça ne nous incite pas à aller voir la statue ou le buste qu'on élève en son honneur à la Châtre. Mais il y avait une lettre très virulente aussi qu'elle vous a adressée directement. Oui, bien sûr. Vous savez, George Sand, nous ne sommes pas encore très sûrs qu'elle sera immortelle, non pas par son appartenance à l'Académie, mais par elle-même. Après tout, nous nous demandons encore si on lira encore La Petite Fadette ou La Mare au Diable dans 30 ans ou dans 40 ans. Et puis, surtout, c'est une sorte de révolutionnaire à nos yeux, vous savez. Il y a des gens qui nous disent qu'elle paraîtra dans 50 ans, plutôt comme la vache laitière de la littérature française. Mais nous trouvons que c'est une dangereuse révolutionnaire, une femme qu'on ne peut pas vraiment fréquenter. Alors nous ne l'avons pas eue chez nous, elle n'a pas voulu venir chez nous, eh bien nous n'irons pas inaugurer son buste. Voilà comment nous sommes. C'est définitif. Enfin, chacun a son point de vue sur la postérité, et je pense que celle-ci ne sera pas refusée à M. Jules Massenet qui a créé Manon.
Nicole. Ah oui, il est à l'honneur à plus d'un titre, puisqu'en ce moment, Hérodiade passe au théâtre italien et puis Massenet à l'Opéra Comique sur un texte de Mélac et Gilles. Et ce fameux roman de l'abbé Prévost a plusieurs fois tenté les dramaturges, les librettistes ou les chorégraphes, mais c'est la première fois qu'il obtient un tel succès. La Gazette de France souligne que la Manon est bien celle du roman, mais Desgruilleux, revu et corrigé, serait un peu dénaturé. Mais pour tous les critiques du moment, c'est tout de même le plus grand événement de l'année. Alors là, je serais moins sûr de la postérité des nouveaux peintres. D'aucuns disent qu'ils sont des barbouilleurs. En tous les cas, dans ce milieu, ça crée, ça bouge, ça crée même. André Parinaud, le salon des indépendants. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire là ? Eh bien, exactement. Figurez-vous que dans une baraque des Champs-Élysées, une quarantaine de peintres se sont réunis. Ça se trouve près du grand restaurant Le Doyen. Ils sont tous très jeunes et, j'ose dire, tous inconnus. Parmi eux, il y a le patron, qui semble être un certain Georges Seurat, qui a 25 ans et qui expose une baignade à Asnières, une curieuse toile composée de petits points. On dit déjà à propos de son genre, le pointillisme. Mais Signac, son camarade, est très influencé par lui. Exactement, Oui, il a 21 ans, ça commence bien. Ouais. J'ai vu également une toile d'un certain Dubois-Pillet qui, dans le civil, est chef d'escadron de gendarmerie. Mais il peint très joliment. On peut voir aussi une toile lumineuse d'un autre inconnu, un certain Édouard Cross. Et je crois que le plus âgé, disons le moins jeune, qui est aussi le président du groupe, se nomme Odilon Redon et il peint des toiles étranges et pleines de rêves. Mais vous pensez que ces artistes resteront à la postérité ? On ne peut pas dire. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'ils ont un slogan, c'est ni jury, ni récompense. Alors, ça avait d'ailleurs très mal commencé. Cette même année, au mois d'avril, ils s'étaient réunis en groupe et ils avaient voulu exposer. Mais alors ça s'était très très mal terminé. D'abord, l'accrochage était lamentable. Un certain Signac, par exemple, se plaignait d'avoir dû soudoyer le barman pour accrocher ses toiles au-dessus des cafetières fumantes. Et puis les comptes n'étaient pas tenus. Quand on a demandé au caissier de présenter ses comptes, il a menacé le groupe d'un revolver. On s'est battu à coups de canne. Ça a été quelque chose d'effarant. Et il a fallu Dubois-Pillet et ses galons pour mettre de l'ordre dans tout ça et obtenir le baraquement. Ce que je peux vous ajouter, c'est que la presse, presque unanimement, les a massacrés. Elle considère que tout ça est tout à fait ignoble et qu'en tout cas, ces jeunes n'ont pas d'avenir. On ne sait même pas si le salon aura lieu 2 fois. Enfin, en littérature aussi, Jean-Claude Simoën, c'est l'effervescence. Monsieur Paul Verlaine nous a écrit de nouveaux poèmes, n'est-ce pas ? Oui, mais Paul Verlaine n'est pas un jeune poète, c'est déjà un poète reconnu, même si sa vie privée est une illustration assez scabreuse et finalement n'est pas voué à la moralité dite bourgeoise. Je veux dire que c'est un monsieur qui partage son existence entre une certaine force de mysticisme et puis un certain degré d'alcoolisme et puis aussi une homosexualité qui n'est pas quand même du goût de tout le monde. Mais surtout, c'est avant un immense poète, un grand poète, un poète qui n'est pas un poète dit intellectuel, qui parle avec les mots de Monsieur Tout-le-Monde, des mots de tous les jours, qui est un poète de la simplicité, un poète qui nous touche de très près, qui s'adresse aussi bien à notre cœur qu'à notre esprit. Et vous allez en avoir un exemple, on ne peut plus évident, avec un des poèmes saturniens, qui s'appelle Mon rêve familier, que va nous réciter Jean-Claude Drouot. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend car elle me comprend. Et les moiteurs de mon front blême, elle seule, laissait rafraîchir, en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues. Et pour sa voix, lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues
Eh bien voilà, vous voyez, quand je vous parlais de la petite musique de Verlaine, je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs sur une phrase particulièrement stupide prononcée par Charles Maurras à propos de Paul Verlaine. Charles Maurras qui disait un jugement particulièrement... Il disait, il a perdu la langue, abîmé le style et réduit à rien la pensée. C'est signé Charles Maurras. Et je voudrais tout de suite vous dire que Jean-Claude Drouot réalise actuellement au Théâtre de la Porte Saint-Martin la pièce de Shakespeare et d'Audiberti, La Mégère apprivoisée. Je voudrais en arriver à la revue des livres, c'est-à-dire à l'actualité de l'année 1884. Il ne faut pas perdre de vue que Joris Karl Huysmans publie un superbe livre qui va être en quelque sorte le grand livre du symbolisme triomphant à rebours. Et puis, il y a évidemment les livres d'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet est le célèbre auteur des Lettres de Montmoulin et du Petit Chose, qui nous donne cette fois la suite du célèbre Tartarin de Tarascon avec Tartarin sur les Alpes. Et puis Jules Verne qui publie Mathias Sandorf, que l'on trouve également tout ça dans les collections de poche, Garnier-Flammarion, Folio, le livre de poche. Et puis le grand feuilleton, le grand succès de cette année 1884 est quand même l'adaptation de La Porteuse de pain de Monsieur de Montépin. Et puis Alphonse Daudet qui publie Sappho. Et je voudrais terminer très très rapidement en signalant ces deux extraordinaires livres de Robert Sabatier sur la poésie du XIXe siècle, publié par les éditions Albin Michel, un formidable monument élevé à la bêtise humaine et aussi à l'humilité quand même d'une certaine façon. Tout le monde peut dire des âneries et ça nous remet les uns et les autres à notre place. Le dictionnaire de la bêtise de Jean-Claude Carrière chez Lafon. Un livre d'art consacré à l'histoire de l'automobile des origines à nos jours, richement illustré. Et puis, enfin, je terminerai aujourd'hui avec cette réimpression de l'illustration qui est une formidable idée. Nous en reparlerons les semaines prochaines. Et oui, carnet rose maintenant. Monsieur et Madame Dunoyer de Segonzague ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fils André à Boussy-Saint-Antoine. Monsieur et Madame Modigliani ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fils Amédéo à Vérone. Monsieur et Madame Londres ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fils Albert à Vichy. Et Monsieur et Madame Selletti ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fils Félix. Il a 100 ans. Il est avec nous aujourd'hui pour fêter le premier numéro de ce journal d'un siècle. Eh bien, bon anniversaire, Monsieur Selletti. Et merci d'être venu sur notre plateau. Vous vous souvenez de votre naissance? Sûrement pas. Si je me rappelle que je suis né en plein hiver et qu'il neigeait ce jour-là. Et vous avez été baptisé sous la neige? Baptisé sous la neige, le lendemain. Et à partir de quand remontent vos souvenirs? Mes souvenirs, un peu, à partir de 5, 6 ans, 7 ans. Eh bien, pour que la fête continue, nous allons demander qu'on apporte le gâteau d'anniversaire, sans bougie, mettre le nôtre. Vous êtes de la partie. Alors il faut une véritable tempête, hein? Ah, il y a déjà on vous a aidé, il y a déjà quelques bougies qui ont été soufflées. Oui. Il y a eu des complicités là dans les coulisses. À vous. Faut que je souffle tout ça. Faut que je souffle. Allez, on vous aide un peu. On vous aide un peu. Bon, c'est pas si mal que ça, hein? Bon anniversaire. Un bon anniversaire, merci. En 3-4 coups?